Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble cette 18e étape entre Gap et Barcelonnette, un peu moins de 180 km. C'était l'étape dessinée pour les baroudeurs et effectivement, sur cette étape, on aura vu une échappée aller au bout. Mais à l'inverse d'hier, ça ne va pas être aussi compliqué que la veille pour intégrer cette échappée. Le parcours était différent de la veille. On avait hier beaucoup de kilomètres de plat où beaucoup de personnes, beaucoup de coureurs se sont peut-être sentis mieux que d'habitude pour pouvoir intégrer l'échappée. Là, avec un premier col très tôt dans l'étape, après 32 km, le col du Festre, eh bien, une échappée de 35-40 coureurs s'est formée rapidement dans ce premier col. Et au sommet, on va retrouver 36 coureurs à l'avant, c'est bien ça. 36 coureurs qui vont se détacher. Ces 36 coureurs vont pouvoir aller se disputer la gagne du côté de Barcelonnette. Dans la descente du col de Festre, de la première difficulté, on va quand même avoir cette petite frayeur de la journée à mettre au crédit de Valentin Madouas qui nous fait une petite roue avant alors qu'il avait mis la main à la poche pour aller chercher à manger. Il n'a pas vu que la route, je pense, tournait, ou en tout cas, il n'a pas su bien évaluer le coup de frein du Movistar qui était devant lui. Voilà, petite cascade de Valentin Madouas sans conséquence, mais je vous avoue que sur le moment, au moment du direct, il m'a fait peur. Voilà. Deuxième petit point de course, à 123 km de l'arrivée. À ce moment-là, on est dans la côte de Corse. C'est Lascano et Richard Carapaz qui vont aller se disputer les deux petits points distribués au sommet. C'est anecdotique. Malgré tout, entre le col du Festre et la côte de Corse, entre ces deux premières difficultés, on va perdre un coureur dans l'échappée. Oscar Handley, double changement de vélo, les commissaires qui l'empêchent de prendre le sillage de sa voiture pour entrer. Voilà, de 36 coureurs, on passe à 35. Perd Oscar Handley entre ces deux cols. L'échappée va continuer de gagner du terrain entre Côte de Corps et le col de Manse au kilomètre 97. Je vous fais un autre point course ici après 97 km de course, la troisième difficulté de la journée, le col de Manse. Encore Lascano et Carapaz pour les deux petits points distribués au sommet de ce col. J'avoue vous faire ces screens uniquement pour vous montrer des petits points course, mais il ne se passe rien sur cette première moitié de course. L'échappée est dessinée, elle va se disputer la victoire, derrière le peloton s'est relevé. L'intérêt de ce point course est peut-être de vous montrer l'évolution de l'écart avec le peloton pour cette échappée. 6 minutes 30 à 82 km de l'arrivée. Voilà, si encore quelques personnes doutaient que l'échappée puisse aller au bout, ça a été acté très rapidement, en tout cas dans cette première moitié de course. On entame la deuxième moitié de la course et les attitudes vont changer drastiquement pour l'échappée. On arrive dans cette succession côte de Saint-Apollinaire et côte des Demoiselles Coiffées. La côte de Saint-Apollinaire est à un peu plus de 60 km de l'arrivée. Changement drastique parce que dans l'échappée, il y a beaucoup de corps et on va commencer à s'attaquer. Le premier, c'est Ben Illy à faire l'effort chez IF. Les petits bonhommes d'IF, Carapaz, Sean Quinn, Ben Illy, qui sont très actifs depuis le début du tour, qui ont gagné leur étape hier et Carapaz, et bien qui continuent aujourd'hui de faire le spectacle dans l'échappée. Ben Illy qui met des premières banderilles pour tester un peu les adversaires, on va le voir. Que la fatigue grignote effectivement les coureurs petit à petit, étape après étape sur ce Tour de France, c'est quand même la 18e étape. Et oui, beaucoup, ça passe très vite, et beaucoup de coureurs vont souffrir dans cette côte. Ben Illy le premier, qui tend l'élastique, et bien l'élastique lui revient dans la poire, puisqu'il va être lâché et repris par le peloton plus tard, vers la fin d'étape. Donc voilà, on commence un petit peu à se dessiner la hiérarchie de cette échappée. Le sommet ici à 58 km de l'arrivée. Le sommet de la côte de Saint-Apollinaire, c'est Johannessen qui vient chercher les points devant Katowski et Van Aert. Entre ces deux côtes, Saint-Apollinaire et les Demoiselles Coiffées, on traverse le lac de Serponçon. Petit moment tenté par Geraint Thomas et Aramburu, faire une petite bordure, beaucoup de vent sur ce pont. C'est anecdotique, mais ça montre à quel point les coureurs sont vraiment à bout de pédale au moment d'aller chercher la côte des Demoiselles Coiffées. Et c'est dans cette dernière côte catégorisée de la journée que le mouvement décisif de cette journée va se dessiner à 40 km de l'arrivée, au sommet de la côte des Demoiselles Coiffées. Katowski, plutôt discret jusqu'ici, le vétéran, 34 ans, le polonais de l'équipe Ineos, une expérience folle, un très grand capitaine de route, un des coureurs les plus expérimentés du peloton, eh bien, tente sa chance au sommet après un petit effort de Van Aert et ne se relève pas, parce qu'on ne va pas tout de suite entamer une descente, on va avoir 2-3 km de plat, et là ça fait extrêmement mal, ils sont plusieurs à essayer de reprendre Katowski, qui ne sera repris que dans la descente par les coureurs que je vais vous montrer juste après. Juste avant ça,
Une fois que Kwiatkowski avait passé le sommet, on voit un changement de tête de peloton. Depuis le début de l'étape, c'était l'équipe UAE de Pogačar qui contrôlait les échappées. Eh bien, on commence à voir d'autres coureurs, Israel Première Tech en tête, une autre équipe venir travailler en tête de peloton. Parce que vous le voyez, avec 11 minutes d'écart sur l'échappée, eh bien, attention. La 9e place de Derek J est mise en danger par Steph Kras et Guillaume Martin, qui étaient les mieux placés au général présents dans l'échappée aujourd'hui. Voilà, une configuration qu'on voit régulièrement en 3e semaine du Tour, où les équipes qui ont placé les coureurs entre la 7e et la 11e place du général eh bien, viennent défendre ces places de top 10. Petite parenthèse qui montre la journée tranquille qu'a eu UAE à gérer aujourd'hui. Ils ont fait rouler 2 coureurs, je pense, sur la première moitié du parcours. Et puis, lorsque l'écart est devenu suffisamment grand, trop grand, avec l'échappée, eh bien, les équipes qui sont menacées et par Guillaume Martin et Steph Kras, pour défendre, j'en reparlerai après, mais pour défendre des places anecdotiques, 8, 9, 11 en l'occurrence, eh bien voilà, viennent rouler en tête de peloton. Bon, ça, c'était la petite parenthèse que je referme très vite pour parler de l'échappée. On reparlera des favoris à la fin de cette vidéo. Donc, je vous le disais, Kwiatkowski s'est échappé sur le sommet de la côte des Demoiselles Coiffées, fait le plat à bloc. Derrière, on essaye de boucher les écarts et c'est dans la descente qu'un trio va se dégager. Peut-être aussi, parce que vous voyez sur cette image, eh bien, Johannessen, qui était en 4e position des coureurs échappés dans cette descente, eh bien, vient se vautrer dans un virage à gauche. C'est peut-être à ce moment-là que les 3 se sont dégagés devant définitivement. Les 3 que je vous montre ici, Michał Kwiatkowski d'Ineos, celui qui a créé le mouvement au sommet de la côte. Victor Campenaerts, qui a été très discret dans cette échappée, il était le seul de son équipe, donc il a pris très peu de relais et est sorti du bois au bon moment. Et Matteo Vercher, qui a très bien senti le coup au sommet de la dernière côte catégorisée, lorsqu'il a vu partir Kwiatkowski et Campenaerts dans un second temps. Voilà, il fallait avoir et la tête et les jambes à ce moment-là pour pouvoir s'accrocher aux 2 monstres que sont le Belge et le Polonais. Ce trio va s'en aller dans la dernière descente avant d'entamer la toute dernière partie du parcours de longs faux plats pour rejoindre Barcelonnette. On le voit derrière, c'est déjà premier rideau pour ce qu'on appelle le groupe Carapaz à 31 secondes. Il y a dedans Wout van Aert notamment, qui était mon favori de la journée, qui aura essayé, mais il a été, je pense, beaucoup trop surveillé, comme d'habitude, par ses adversaires. Donc voilà, on avait du beau monde dans cette échappée. Je ne vais pas vous égrener tous les noms parce qu'il y avait 35 coureurs devant, mais voilà, je passe. Donc, configuration de course à 26 km de l'arrivée, à l'approche de Barcelonnette. On est dans les derniers faux plats qui amènent sur l'arrivée. On a donc le groupe de 3 devant, Matteo Vercher, Campenaerts, Kwiatkowski. À 15 secondes, le groupe Hindley avec Bart Lehman qui a été très actif pour Wout van Aert aujourd'hui dans les 2 dernières côtes catégorisées, qui a beaucoup contrôlé les adversaires et qui les a peut-être aussi agacés. Tom Skuns, Jay Hindley qu'on avait déjà vu à l'attaque sur le plateau de Bay, Chris Nellans et Oler Lascano que je ne présente plus. Une étape qui lui convenait également très bien pour un mec qui a des cuisses et des mollets énormes, qui est capable de tirer un braquet que très peu de coureurs peuvent tirer sur autant de kilomètres. Eh bien, voilà, c'est une étape qui lui convenait. Il a été très actif et peut-être trop actif. C'est peut-être ce qui a condamné ce groupe de contre, parce que vous allez le voir, ce groupe de contre ne va pas s'entendre, il va y avoir des mésententes. Bart Lehman ne prend pas beaucoup de relais. Oler Lascano, chaque fois qu'il prend un relais, eh bien, il fait mal à ses compagnons d'échappée. Il faut savoir doser ses efforts lorsqu'on est en contre ou en échappée. Et bien voilà, à 15 km 700, la messe est peut-être déjà dite. 45 secondes d'avance pour le trio sur le groupe Hindley, 1,07 pour le groupe Carapaz Van Aert. Le peloton, c'est anecdotique, à plus de 14 minutes. Je ne vais pas revenir sur ce peloton maillot jaune. Dans les 8 derniers kilomètres, on va entamer une nouvelle portion de route. On quitte cette grande route, ces longs faux plats, pour passer sur une petite route qui va monter comme ça par paliers, par phase de petits faux plats montants / petite côte même, et puis des replats. C'est assez casse-pattes et on voit à ce moment-là Michał Kwiatkowski, on l'a vu plusieurs fois en caméra isolée dans ces derniers kilomètres, il avait quand même beaucoup de sel, ces traces blanches qu'il a sur le maillot, c'est tout le sel qu'a perdu Kwiatkowski dans cette journée qui était très ensoleillée, très dure aussi pour les coureurs, beaucoup d'enchaînements de côtes qui a beaucoup usé les organismes. Et on le voit ici à 7 km 400 sur ces petites routes, Kwiatkowski très entamé, je trouvais, au moment de l'approche sur Barcelonnette. Un nouveau screen aux 2 km. J'ai douté un petit temps quand je vois les écarts aux 2 km, 26 secondes d'avance sur le groupe Hindley, les 5 coureurs qui étaient en contre.
Il ne fallait pas jouer au jeu du chat et de la souris à 3 trop longtemps. Il ne fallait pas trop se relever. Alors bien sûr, même si le groupe Inlay va se rapprocher très près des 3 de devant, pas d'inquiétude, c'est bien ces 3-là qui vont aller se disputer la victoire à Barcelonnette. Et dans le dernier kilomètre, on a Kwiatkowski qui va s'écarter un moment pour laisser le relais à Matteo Vercher. Et Kwiatkowski va venir essayer de se placer en 3e position derrière Campenaerts pour pouvoir gérer ses 2 adversaires directs à l'approche du sprint à Barcelonnette. Moment choisi pour Matteo Vercher avec la mésentente des 2 autres coureurs pour tenter le coup au kilomètre. Kwiatkowski, en capitaine, en coureur expérimenté, sait qu'il ne faut pas laisser un quelconque écart à quelque adversaire direct que ce soit dans ce dernier kilomètre. Donc il va faire l'effort pour attraper Matteo Vercher qui a crânement tenté sa chance, et il a eu raison de le faire, ça aurait pu fonctionner, parce que Campenaerts jouait aux morts dans la roue de Kwiatkowski. Une fois Matteo Vercher récupéré, Kwiatkowski va venir se placer en tête, à droite de la route, pour venir contrôler le coureur uniquement sur sa gauche. Et le sprint va être lancé très tardivement, je pense à 150 mètres de la ligne seulement. Kwiatkowski qui a essayé de retarder un maximum le sprint, peut-être se savait-il défaillant dans ce final, et il a cherché à raccourcir un maximum le temps de sprint qu'il avait à faire pour rejoindre la ligne le plus rapidement possible. C'est certainement pour ça que le sprint a été lancé très près de la ligne d'arrivée. Et à ce jeu-là, c'est Campenaerts qui vient s'imposer à Barcelonnette avec 150 derniers mètres d'une puissance redoutable. Le Belge, qui me semblait en difficulté, en tout cas au faciès dans le final, dans les 15 derniers kilomètres, ne l'était pas du tout, je pense, ou en tout cas a trouvé les watts nécessaires pour faire ses 150 derniers mètres à bloc avec beaucoup de force et venir s'imposer ici à Barcelonnette devant Matteo Vercher et Kwiatkowski. Alors ces 3 coureurs ont eu beaucoup de force pour arriver les premiers à Barcelonnette, mais ils ont été aussi les plus malins, surtout Kwiatkowski qui a su trouver l'ouverture au moment opportun. Il savait que c'était le moment où l'élastique était bien tendu pour créer l'écart. Derrière ce trio qui s'est joué la victoire à Barcelonnette, le groupe de compte qui n'a jamais été revu non plus par le gros groupe d'échappés qui va lui être réglé par Wout van Aert et Michael Matthews. Au classement de l'étape, Campenaerts remporte, alors je crois que c'est sa première victoire sur le Tour de France. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, en tout cas je n'ai pas de souvenir là tout de suite d'un Campenaerts vainqueur sur les routes du Tour. Si c'est le cas, il viendrait lui aussi régler à l'image de Carapaz une anomalie, parce qu'un coureur avec un tel pédigré, de telle qualité, oui effectivement c'était une anomalie s'il n'avait pas encore gagné son étape sur le Tour. Deuxième, Matteo Vercher, c'est la bonne surprise de la journée. Lui qui a failli ne pas être sélectionné par son équipe au départ de ce tour, lui qui est tombé ce matin au départ fictif, écoutez, quelle journée, pleine d'émotions. J'imagine un peu de regret de venir faire 2e vers Campenaerts, mais en même temps, quand tu pars avec 36 coureurs dans le groupe d'échappés, et que tu viens faire 2 dans un groupe de 3 composé avec Campenaerts et Kwiatkowski, c'est vraiment excellent. Lui qui est très jeune, 23 ans, 2e année professionnelle, c'est une super performance du coureur français de la Total. Voilà, Total qui nous fait par ailleurs un très bon tour avec une victoire de Turgis, avec Stef Kras qui était présent dans l'échappée aujourd'hui et qui a remonté quelques places au général, et Kwiatkowski que je ne présente plus, un des plus grands champions de ces 15 dernières années, qui a déjà gagné par 2 fois sur le Tour de France. Voilà, peut-être a-t-il manqué un peu de jus dans ce final. Je le disais, il avait quand même le maillot très marqué de ses efforts du jour. Et d'un autre côté, si ce trio va au bout, c'est aussi parce que le flair de Kwiatkowski n'a aucun égal dans le peloton professionnel aujourd'hui. Vraiment très très bien senti ce coup au sommet de la côte des Demoiselles Coiffées, c'est très bien joué de la part de Kwiatkowski. Donc le groupe de 5 derrière, dans l'ordre Tom Skuins, Lascano, Lehman, Neylands et Inlay, et le groupe 2 contre Wout van Aert, Matthews qui viennent clôturer ce top 10. Au classement général, je vais passer très rapidement, il n'y a pas d'écart entre les principaux favoris de ce Tour de France qui ont fait la journée au chaud dans le peloton. En revanche, on aura vu les équipes du 8e, du 9e et du 11e du général venir rouler en tête de peloton, à savoir la Lidl, Israël Première Tech et Decathlon, pour défendre les top 8, 9, 11 de Ciccone, Derek G et Félix Gall, qui ont craint le retour de Stef Kras et Guillaume Martin. Voilà, là on vient défendre sur tous les points UCI, plus que la place individuelle. Guillaume Martin et Stef Kras qui viennent eux se replacer en 12e et 13e position du général. Pas de changement dans ce top 10 du général.
Alors je voulais vous faire quelques petits points. D'abord rendre hommage au trio, ce que j'ai déjà un petit peu fait avant, je ne vais pas revenir dessus. Katowski a senti le coup, a créé ce groupe de 3 qui a pu se disputer la victoire à Barcelonnette. Matteo Bercher, la bonne surprise de la journée. Et Campenarts est un vainqueur ô combien méritant. Deuxième tout petit point que je voulais aborder, c'est la Visma qui a envoyé 2 hommes à l'avant aujourd'hui, Wout van Aert qui était mon favori de la journée et Bart Lehman qui a été très bon, très actif et qui a, je pense, dégoûté beaucoup d'offensives dans les 2 dernières côtes catégorisées de cette journée. Cependant, je vais mettre un petit bémol sur Visma, alors qui a certes déjà gagné une étape avec Vingegaard, qui passe au travers aujourd'hui avec Bart Lehman et Wout van Aert. Et j'ajouterai, est-ce que c'était utile d'envoyer 2 coureurs aussi précieux à l'avant aujourd'hui, la veille d'une étape décisive pour le classement général, et même la veille de 3 étapes qui vont dessiner ce classement général final? Ne fallait-il pas préserver quelques forces pour accompagner Vingegaard dans en tout cas ces 2 journées de haute montagne qui se profilent? Allez, je laisse le bénéfice du doute. Est-ce que Wout van Aert et Bart Lehman seront d'une aide quelconque pour Vingegaard dans les 2 jours à venir? Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, ils se sont loupés aujourd'hui. Comme beaucoup d'équipes, ils auront essayé, mais voilà, on verra si ça remet en question quoi que ce soit dans la stratégie de l'équipe Visma dans les 48 heures à venir. Et dernier point, je voulais faire un petit bilan qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent sur Tour de France sur le classement du meilleur grimpeur, le classement du maillot blanc à pois rouge de ce Tour de France, dominé par Tadej Pogačar devant Vingegaard et Evenepoel. Oui, ce sont les 3 premiers du classement général qui se partagent le podium pour l'instant du maillot du meilleur grimpeur. Alors c'est logique, beaucoup des étapes, et notamment celle des Pyrénées la semaine dernière qui donnait beaucoup de points, ont été remportées par les mecs du général. Est-ce qu'il y a la place pour des mecs, notamment, alors c'est surtout les 4e et 5e de ce classement qui vont nous intéresser, est-ce qu'il y a la place pour Lascano et Carapaz pour aller gratter des points dans les 2 jours à venir et pouvoir remporter ce maillot blanc à pois rouge? Alors, je ne vais pas vous mentir, ça va être très compliqué. Il y a de bonnes chances quand même que les favoris viennent chercher les points demain et après-demain à l'arrivée. Tout va dépendre de l'attitude de UAE Visma dans les 48 heures à venir. Et tout dépendra aussi de la capacité de Lascano et Carapaz à s'échapper, prendre le groupe d'échapper tôt dans la journée et puis de pouvoir aller chercher les points au moins dans les premiers cols et puis si miracle il y a dans le dernier col. Ça, je pense que ce sera plus pour Carapaz que pour Lascano. Mais voilà, il y a une chance encore pour Carapaz, je pense. Tout dépendra du AE et de Pogačar en grande partie. Ça, c'était les petits points que je voulais aborder avec vous au terme de cette 18e étape qui arrivait à Barcelonnette, qui a vu la victoire de Victor Campenarts. Et demain, on va rentrer dans cette dernière trilogie du Tour de France, les étapes 19, 20 et 21. 2 étapes à venir de haute montagne qui vont être extrêmement dures, au moins aussi dures que les 2 étapes pyrénéennes qu'on a eues samedi et dimanche dernier. Demain, Embrun-Isola, c'est une étape très courte, moins de 150 km, mais on va aller chercher 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Le col de Vars, 18 km 800 à 5,7%. La cime de la Bonnette, 23 km à 6,9%. Et Isola 2000, 16 km à 7,1%. Alors, les cols sont très longs. On est dans les Alpes, mais les cols n'ont pas des pourcentages moyens très élevés. On va tourner autour de 6-7%. Cependant, sur une étape aussi courte, on devrait avoir du spectacle. La seule chose qui pourrait nous priver d'un feu d'artifice en tête de course serait un rouleau compresseur made in UAE, l'UAE de Tadej Pogačar. On verra comment ça se présente dans les premiers kilomètres. Personnellement, je trouve que Pogačar ne baisse toujours pas de régime et je pense qu'il va avoir envie d'assommer le tour sur cette étape-là. Est-ce qu'il y a la place? Sur le papier, oui, et d'un autre côté, les pourcentages ne sont pas suffisamment forts. La clé de l'étape va encore se jouer sur est-ce que Visma ou UAE roule pour mettre en difficulté ou Vingegaard ou Pogačar. L'échappée sera la réaction du peloton si elle a une chance ou pas d'arriver en tête à Isola 2000. Malgré tout, j'aurais plutôt tendance à vous dire que demain, UAE va rouler comme des fous toute la journée pour venir déposer Pogačar au pied d'Isola 2000. Peut-être une nouvelle démonstration du maillot jaune. Ça, c'est ma théorie pour demain. Ma théorie de tête, ma théorie de cœur souhaiterait que Richard Carapaz, Simon Yates et d'autres grimpeurs puissent se disputer la victoire à Isola 2000. Voilà, ça dépendra encore une fois
de l'attitude de Visma et surtout du eux. Vu le parcours, la hiérarchie demain pour les favoris, ça devait être celle du classement général, à savoir Pogačar, un petit peu plus fort que Vingegaard, un petit peu plus fort que Evenepoel. C'est ce que j'attends. Et si l'échappée doit se disputer la victoire, eh bien, je reprendrai les mêmes qu'hier, à savoir Simon Yates et Richard Carapaz. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. Désolé, j'ai pas été très actif dans cette vidéo. Je suis un peu covidé et assez fatigué. Donc peut-être que ça va être une vidéo un peu plus courte que les jours précédents, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve demain pour débriefer cette 19e étape qui va être la première d'une dernière trilogie à rebondissement, à minima. Avec beaucoup de spectacles, ça pour sûr. Allez, bonne soirée à tous et à demain. Salut, ciao.